toute la journée d'aujourd'hui. Dans le cadre des Jeudis du centre-ville de la province Nord, eh bien, plusieurs tours de pirogues ont été proposés aux Nouméens afin de monter à bord et de faire un petit tour dans la rade de Nouméa. Voilà, dans le cadre du Melanesian Vanuatu, le Melanesian Vanuatu a commencé le 25 juin. Le 25 juin, par une arrivée au bout de 26 heures dans le lagon d'Ouvéa, à l'occasion du Festival du Lagon. Donc ça a été la première traversée, une première traversée de la grande pirogue de voyage Okeanos Vanuatu, qui est basée à Port Vila et qui donc a cette activité de fret passager et fret cargo, de petites marchandises. Et ça fait 3 ans que cette pirogue est en activité au Vanuatu. C'est une pirogue identique à beaucoup d'autres qui voyagent déjà en Océanie et qui équipe un certain nombre de pays, notamment nos plus proches voisins. J'ai parlé du Vanuatu, mais aussi la Nouvelle-Zélande et Fidji. Ceux sont aussi équipés de ces grandes pirogues. Et si vous vous rappelez, en 2012, au lendemain du Festival des Arts du Pacifique aux îles Salomon, l'une d'entre elles était arrivée à Yengen et deux autres étaient venus sur Nouméa à la baie des Citrons. Ce mouvement, en fait, qui concerne beaucoup de pays du Pacifique, l'idée du Melanesian Vanuatu était d'essayer de rallier le mouvement et de permettre à plusieurs d'entre nous, jeunes et anciens, de monter à bord de cette pirogue et de commencer le voyage. Donc, pour me présenter, parce que finalement on a lancé le micro, en attendant que Captain et Haile Tikouré, président de Kenuan Project, arrivent. Avec Jean-Christ Toukewe, nous sommes les membres fondateurs de cette association, Kenuan Project, le COP, qui vise justement à terme de s'équiper d'une pirogue identique, comme je le disais, à toutes celles qui naviguent de nouveau dans le Pacifique. Alors ça va être un long chemin. Il n'y aura pas de pirogue sans équipage, sans équipier, sans capitaine calédonien. Donc l'idée a été d'aller au Vanuatu et de demander en fait au Vanuatu de venir en Calédonie avec leur pirogue, justement pour qu'on puisse bénéficier de leur savoir naviguer déjà. Au Vanuatu, ça fait 3 ans donc cette pirogue travaille, a une activité sociale, une activité culturelle, une activité éducative, mais aussi parce que c'est une pirogue qui navigue à la voile, mais également à l'huile de copra ou à l'énergie solaire, qui a peu d'impact évidemment environnemental. Donc c'est un moyen d'allier en fait une activité culturelle à une protection aussi de la nature avec la mise en valorisation aussi de l'océan qui nous entoure. Donc ces pirogues, nous sommes une jeune association calédonienne et on a invité donc cette pirogue Okeanos Vanuatu à venir. Ici, vous voyez en fait des pirogues de type Whakamoana, des pirogues de 25 mètres, qui sont donc très très grandes. Ce n'est pas celle qui est venue en fait au Vanuatu, dont on va voir aussi les photos auparavant. Mais c'était pour vous remettre un peu en mémoire ce mouvement qui est né en fait en 1975-1976 à Hawaï. Voilà, à l'initiative donc de la Polynesian Voyaging Society, l'université de Manoa, qui visait en fait à faire la démonstration par l'exemple et par l'expérience de la science astronomique des océaniens. C'est-à-dire qu'encore dans les années 60, il y avait encore des théories prétendues scientifiques, mais finalement fantaisistes, qui laissaient penser que l'Océanie avait été peuplée à la dérive de manière accidentelle. Et donc, des navigateurs, des artistes et des universitaires ont décidé en 1975 de faire ce voyage inaugural
entre Hawaï et Tahiti, en suivant les étoiles, le chemin des étoiles. Et pour cela, pour démontrer ce savoir astronomique, donc cette science en fait héritée d'une longue lignée de navigateurs et d'ancêtres, eh bien, ils sont allés chercher dans les îles de Satawal, en Micronésie, eh bien, les derniers grands navigateurs qui, pour des raisons historiques aussi, avaient conservé ce savoir de la mer et du ciel. Alors évidemment, les gens en Micronésie, ils connaissaient le ciel au-dessus de leur tête. Ils ne connaissaient pas le ciel entre Hawaï et Tahiti. Donc c'est dans les planétariums de Hawaï, qui est Papamaupeailo, a appris le chemin d'étoiles entre Hawaï et Tahiti. Et le moment opportun, ils se sont embarqués et en moins de 40 jours, ils sont arrivés à Tahiti. C'est aujourd'hui une histoire, une mémoire qui est présente dans les rues de Papeete, parce que effectivement, ça a marqué une génération. Et dans le sillage d'Hawaï et de Hokulea, beaucoup d'autres pays. On voit ici une carte des pays déjà de la région qui se sont équipés de ces grandes pirogues. Dans le sillage d'Hokulea, de nombreux pays ont aussi décidé de renouer avec cet art du voyage. Cet art du voyage, en fait, c'est la pirogue qui est le lien entre les îles et qui permet notamment aux gens, aux cultures de nouveau se déplacer. Donc on voit que ça concerne beaucoup de pays et comme je disais, nos voisins. Vous voyez que ces pirogues, pour certaines d'entre elles, naviguent sous le pavillon de Okeanos, qui est donc, on va dire, une fondation pour la mer, qui donc promeut le transport, on va dire, transport durable. Et en 2008, ils ont donc fait travailler un certain nombre d'architectes à partir de dessins et à partir de cette ingénierie pour concevoir un modèle de pirogue contemporaine, à partir d'un modèle de Te Autonga des îles Cook. Et ils ont construit ces grandes pirogues à 2 mâts que vous avez vues auparavant. Et puis cette plus petite, qu'on voit ici, un Whakamotu, donc une pirogue, on dit interile, qui permet aussi de transporter 12 passagers, 3 tonnes de fret, et qui a démontré toute sa navigabilité à travers le Pacifique. Elle est beaucoup plus manœuvrable que les Whakamoana que vous avez vus précédemment, les 2 mâts, qui sont là vraiment des grands pirogues, mais il faut 6 ou 7 équipiers pour vraiment les manœuvrer. Alors c'est super pour faire des grands voyages. Celle-ci, c'est un capitaine, 2 équipiers, et c'est effectivement celle-ci qui est au Vanuatu. Donc au Vanuatu, vous voyez qu'elle est sous pavillon de Okeanos, comme aux îles Mariannes, au Marshall, au Palau aujourd'hui. Les autres voiles que vous voyez, ce sont aussi des pirogues Whakamoana ou Whakamotu, avec cette ingénierie en fait de Okeanos, mais qui naviguent sous leur propre pavillon, celui de leur pays ou celui de leur association. Parfois même, comme c'est le cas à Fidji, au Tonialo, c'est une pirogue qui est adossée en fait à l'USP, l'Université de South Pacific. Parce que effectivement, ça permet aussi d'embarquer des scientifiques ou des jeunes universitaires pour faire des prélèvements et des choses comme ça, comme c'est le cas à Hawaï. Donc, toutes ces pirogues, elles sont construites en Nouvelle-Zélande. Excusez-moi. Elles sont construites en Nouvelle-Zélande. C'est là-bas, en fait, qu'on a toute l'ingénierie nécessaire à la construction de ces pirogues. Donc, on dit pirogue traditionnelle. Pourtant, elles ont une allure, l'allure de leurs ancêtres, mais elles sont bien d'aujourd'hui. Pourquoi on peut dire qu'elles peuvent être traditionnelles? Parce que finalement aussi, tout ce qu'elles permettent de faire, c'est d'aujourd'hui. Et donc, c'est une culture en mouvement
Et donc, comme toute culture, elles sont ancrées dans des traditions ancestrales. Donc, elles permettent de retracer des chemins et d'en créer de nouveaux. Donc, évidemment, en Nouvelle-Calédonie, ces pirogues, elles peuvent être au service des communautés et elles permettent d'embarquer aussi tout un imaginaire et puis de transmettre une histoire maritime, kanak et océanienne, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie. Donc dans beaucoup de pays, à Samoa ou à Fidji, comme je disais avec l'UNESP, ces pirogues sont aussi comme une classe sur la mer ou une école hors les murs. Pendant le Mélanésien de Vanuatu, on a accueilli de nombreuses classes à Animéen, à Léquine, à Mouli, à l'île des Pins, à Tinduc, à Méré, hier toute la journée au centre culturel Chibaou. Et les enfants, ils sont ravis, quoi. Ils sont ravis parce que voilà, c'est quelque chose c'est un imaginaire qui est proche de nous, quoi. L'océan, on va dire, il est quand même très présent dans les imaginaires des gens du pays, les gens d'ici, les gens d'ailleurs. C'est pirogue, qui est aussi ancré dans une tradition et qui peut avoir une activité aussi, une activité sociale. Comme je disais, elles peuvent transporter du fret, du matériel. Ces 3 tonnes, on parlait par exemple du cas du Vanuatu, de ces archipels très dispersés, ces chapelets d'îles, que ce soit en Micronésie ou même Vanuatu-Fidji, ces pirogues, elles permettent d'aller là où les cargos, par exemple, ne vont plus. On a pris l'habitude de dire que les cargos sont de plus en plus gros et les îles, elles sont restées toujours aussi petites. Et donc ces pirogues peuvent aller là où les gros bateaux ne vont plus. Là où le fuel, une fois qu'il n'y a plus, c'est difficile d'avoir accès au marché central. Donc par exemple, à Port-Vila, les îles en périphérie d'Efate, pour certaines, peuvent être de nouveau isolées. Parce que quand il n'y a plus de place pour mettre l'argent dans le moteur, on attend le prochain bateau et il n'y a pas toutes les semaines. Alors, on voit que justement, cette activité, elles peuvent 3 tonnes de matériel pour un petit cargo, c'est très pratique. Alors, je vais essayer de faire une manip pour lancer un film. Alors, on va juste regarder un petit film de 3-4 minutes, justement, alors que c'est un clip promotionnel. Hein. Donc, faut bien comprendre le mot. Nous, on est une association calédonienne et on cherche effectivement à s'équiper à terme d'une pirogue identique à celle de nos voisins. C'est très pratique parce que finalement, nos voisins Vanuatu, ils ont tout appris des Fidji. Et les Fidji, ils ont appris des îles Cook, les îles Cook de Tahiti de Hawaï, et comme je disais tout à l'heure, Hawaï de Satawal et de Micronésie. Et donc, le chemin qu'on a fait, c'est d'aller à Vanuatu pour demander à ce qu'ils viennent pour continuer un peu cette boucle. Alors, on va regarder ce petit film. Okeanos is a great opportunity to help the needy people in the remote islands. We're not just helping the people, but we bring back their ancestors. This boat, it's just a version of our traditional canoe before, so our ancestors, they never used fossil fuel. I'm really proud of myself to help the needy people in Vanuatu. It becomes a responsibility. We have a lot of natural disasters, a lot of cyclones and volcanoes, natural disasters. All these trips involve bringing in medical supplies, school supplies, food, and other needs of the communities in these atolls. Our Okeanos Wakamotu is ocean tested, proven and reliable. So to get the stuff ready.
This is our purpose, serving these people with their needs. We have installed a water maker, which enables us to provide water during reef work. It's a mixture of modern day sailing and traditional sailing. The lashings, the waka is very flexible. We just using elements around us, the sun, the wind, and coconut engine. We buy our coconut oil from local sources, so we support local and we look after environment as well. A traditional shuttle craft and robust construction navigates almost any waters and can dock directly on the beach. We have equipped her with state-of-the-art navigation and communication system, and she exceeds all international safety regulations. Beautifully designed, she can comfortably house and transport 12 passengers. But she is tough and made for work. Her rig can convert easily into a swinging derrick, and she can transfer 3 tons of supplies. If we have Okeanos, that's gonna be a big help for the community. Whatever we need, Okeanos can bring all the needs to the community. When I was aboard Okeanos, it seems to me that I'm riding our own canoe. We bring a lot of food. We can get 3 tons for stuff to bring to the islands. It is for me a really honor to run after my passion and be a female and working in Okeanos. My responsibility is to continue teaching so that our people benefit from it, using their own knowledge, using their own skills. That's my responsibility. Speaking of the Marshall Islands, we have 24 island communities. I think it would be good to have 1 or 2 wakas for each of these communities. The Okeanos project that we are, for instance, that we're working with is really reinforcing a traditional knowledge that has been responsible to why we as islanders have survived over the years, because of conservation. Donc, bon, c'est déjà une réalité. On voit que dans certains pays, ces pirogues, voilà, elles ont une activité. C'est aussi un enjeu culturel, mais aussi un enjeu de développement. Comme on voit, ça peut être une alternative. Ça peut évidemment, malheureusement, pas être du jour au lendemain un substitut au surtrafic matériel et tous ces bateaux qui tournent autour du monde pour transporter tout ce dont on estime avoir besoin. Mais en tout cas, ça peut être voilà, une alternative. C'est déjà une possibilité. C'est un choix, après, qui peut être fait. L'espoir qu'on avait en faisant venir la pirogue de Vanuatu, c'était aussi de réveiller un peu l'intérêt, de faire connaître ce mouvement, qui a déjà près d'une 40aine d'années. Évidemment, vu de Calédonie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites toutes ces dernières années. Les pirogues, elles n'ont jamais cessé de naviguer non plus. Il y a, avant de partir avec Jean-Christ à Hawaï en 2017, donc à l'occasion du retour d'Hokulea d'un tour du monde en solitaire, un tour du monde donc, qui est sur les 3 océans. Entre 2014 et 2017, la première grande pirogue en fait, Hokulea, qui est née en 75-76, a fait ce tour du monde. Et nous sommes partis là-bas pour en fait, aussi demander une aide des voisins pour faire connaître un peu nos intentions. Mais avant ce voyage et depuis ce retour, on a fait le détour par l'histoire et les mémoires récentes.
Et on s'est aperçu que, en fait, tous les 10-15 ans, il y a eu des projets quoi, de grandes pirogues. En 78, il y avait des régates encore à Lansvata, quoi, de grandes pirogues quoi, de l'île des Pins. En 75, pour Mélanésia 2000, il y a une pirogue qui est aussi partie en Papouasie pour le festival en 80. 92, il y a des pirogues construites pour le festival aux îles Cook à Borendi. En l'an 2000, justement, on a accueilli le Festival des Arts du Pacifique, ici à la maison. Et les pirogues étaient venues à l'île des Pins et sur Nouméa. Et puis les pirogues étaient venues. Donc il y a une histoire maritime kanak océanienne de la Nouvelle-Calédonie qui est présente, qui se raconte aussi quoi, dans l'intimité aussi des familles, hein, où chacun sait que les liens vont plus loin que la terre. C'est-à-dire que quand on ouvre un manuel d'histoire, je suis intermittent de l'enseignement et on a, entre l'arrivée des premiers Austronésiens, ancêtres Kanak, il y a 3000 ans, 130 générations, et puis celle des Santaliers au XVIIe, XVIIIe siècle, un gap, il y a un trou de mémoire. Alors que dans la littérature généraliste, on sait que il y a des liens avec Vanuatu, avec le Tonga, avec Samoa, que les pirogues venaient, repartaient, qu'il y avait des clans de la mer, des clans de la terre, que cette distinction entre Polynésie, Mélanésie, Micronésie, qui laisserait penser beaucoup que les Mélanésiens ou Kanak avaient pas cette appétence pour la haute mer, en fait, n'a pas de fondement historique. Je pense que les historiens, les archivistes peuvent aussi sortir très facilement des photos où on voit sur l'île des Pins, fin 19e, début 20e siècle, des plages de débarquement de grandes pirogues. Il y a toutes ces pirogues qui permettaient cette mise en circulation de la pierre de jade, d'Ignam, entre ici et Vanuatu et tout. Donc la Calédonie, bien évidemment, n'a pas vécu isolément pendant toutes ces années. Et concernant ce mouvement de revitalisation des savoirs liés à la haute mer, à la navigation, au voyage, on souhaitait raccrocher un peu, non pas le wagon, mais le bateau, la pirogue, et faire venir en fait et faire rester assez longtemps la pirogue ici pour que les plus jeunes et tous on puisse s'imprégner et voir que c'est possible ailleurs, ça pourrait l'être ici aussi. Alors, on a du mal à revenir sur le diaporama. Ça, c'est de nouveau le film. Ah, si. Alors voilà, en fait, on était presque arrivé à la fin. Donc, vous voyez, ces pirogues, elles sont aussi très, très modernes, contemporaines. Cette tradition, modernité, on voit que aussi sur la mer, ça peut être un sujet de débat. Mais ces pirogues, elles sont aujourd'hui aussi équipées des dernières technologies. Alors, vous voyez que elles font pour ce Whakamotu de Vanuatu qui est présent aujourd'hui. Donc, ils ont peut-être dû rester en mer un peu plus longtemps parce que Captain John et Haile ne sont pas encore arrivés. Mais c'est 16 mètres de long. 16 mètres de long, un mât, 3 tonnes, 12 couchettes, comme on a été dit dans le film. Et puis, donc, ça marche à l'huile de coco. Les dernières générations, parce que la recherche continue aussi à avancer, c'est aussi des moteurs électriques silencieux. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, les premiers moteurs électriques silencieux solaires peuvent être montés sur ces grandes pirogues. Et notamment pour aller faire du whale watching, aller voir les baleines, ou d'autres, évidemment, ça crée moins de nuisances sonores. Il y a vraiment ce souci de la part de tous les équipiers, de tous les capitaines qu'on a rencontrés dans le Pacifique et avec qui on a partagé un peu, mais surtout écouté, entendu. C'est ce lien vraiment à l'océan, qui est vraiment très très important. Je pense comme chez tous les voileux. Là où je mettrais peut-être une distinction par rapport à ma tradition, c'est que cette approche de la mer, elle n'est pas compétitive. C'est-à-dire, on apprend la mer, mais avec les plus anciens. C'est quelque chose d'intergénérationnel.
il y a des vieux, des anciens aussi. Mais c'est pas, on n'apprend pas voilà, à être le plus fort ou le plus rapide. Bien sûr, ces pirogues, elles sont robustes, hein, elles sont faites pour aller loin, comme on a vu, faire le tour du monde. Mais ce n'est pas un esprit voilà, compétitif ou concurrentiel. C'est concourir, au contraire, tous ensemble à un même objectif, c'est-à-dire un horizon un peu plus pacifique. Hein. Et ces pirogues, je crois, hein, en tout cas c'est ce qui nous anime au sein du COP, c'est que ça peut véhiculer un message de respect à l'égard de l'environnement et à l'égard aussi des savoirs des vieux qui nous ont précédés. Donc ça peut être une école. Et justement, avant de raconter les histoires, il faut les connaître, il faut les s'en souvenir et savoir les dire. Donc en Nouvelle-Calédonie, il y a un travail à faire justement sur cette histoire maritime kanak et océanienne de la Nouvelle-Calédonie. Comme je rappelais, qui est absente encore aujourd'hui, il me semble, hein, de beaucoup de manuels scolaires. On voit que il y a quand même le confort est assez spartiate, hein, bien sûr. C'est pas une croisière, même si on s'amuse beaucoup à bord, mais voilà, 10 couchettes. Et puis vous voyez ici sur votre voilà les couchettes. Et donc c'était ici, voilà qu'on voit donc que le faré du capitaine est équipé de tout l'outillage technologique indispensable à la navigation en haute mer. Donc il y a cet apprentissage traditionnel, et puis évidemment les équipiers sont aussi diplômés. Diplômés, c'est-à-dire capitaine de sang ou yachtmaster, pour avoir après les autorisations de naviguer dans les eaux internationales ou les eaux de leur propre pays. Mais sur certaines, ces pirogues, elles permettent l'enjeu, le défi ou le jeu, c'est de réapprendre aussi une navigation plus intuitive, instinctive, ou même donc ce savoir qui est plus transmis sur le pont et qui est de lire le ciel de nouveau. Mais là, c'est un très long apprentissage. Hein. On dit que c'est à peu près 30 ans de navigation pour reconnaître une route, un chemin d'étoiles, et être capable de suivre les étoiles. Aujourd'hui, dans le Pacifique, il y a une douzaine d'océaniens qui ont été effectivement eu ce grade de maître aux étoiles, hein, qui est quelque chose de traditionnellement fait en Micronésie. Mais les gens de Hawaï, les gens des îles Cook ou de Nouvelle-Zélande, ont souhaité, ou on a été proposé, je ne sais pas très bien, il faudrait que j'arrête de dire des bêtises, mais j'essaie de parler de bonne foi, mais de venir à Satawal, donc cette île, hein, qui est un peu considérée comme un des cœurs battants de ce mouvement de renaissance de la navigation aux étoiles et célestes, pour devenir maître pot. Alors c'est quelque chose, là on est face à quelque chose de nouveau, une tradition qui s'invente, hein, qui a quand même 40 ans d'expérience et tout. Donc ces hommes et femmes qui ont récemment été, dans les années 2000, élevés au grade de pot dont je parlais, ils ont commencé à naviguer justement en 75, donc quand ils avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de garçons et de jeunes filles qui aussi s'embarquent sur ces pirogues. Bon, pour finir, là, c'est effectivement ces usines cette unité de désalinisation qui permet de produire 60 litres d'eau potable. Donc, c'est effectivement une utilité quand on doit procurer une aide de première urgence, notamment en cas de catastrophe. Et l'idée de ces pirogues, comme on l'a vu avec Winston à Fidji ou Pam récemment à Vanuatu, c'est que la pirogue peut aller
là où d'autres secours ne sont pas encore arrivés. Et ça, c'est bien au cœur d'un projet commun, hein, parce que je pense que ça soit à Samoa, à Fidji, au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande, eh bien, voilà, les différents équipages partagent quand même, surtout, un même esprit. Donc là, c'est les derniers moteurs solaires et à énergie végétale, coco. Donc pendant notre arrêt à Uvea, il y a eu donc la visite de l'huilerie de Wajila. Donc les Vanuatais qui étaient là ont pu apprécier aussi l'hospitalité des gens de Uvea. Et puis visiter cette unité qui produit aussi de l'énergie électrique pour l'île. Là, les cocotiers, on n'arrache rien pour laisser pousser un cocotier. Ça pousse de manière, c'est une ressource renouvelable. Et par rapport donc aux ODD, aux objectifs du développement durable 2030, on voit que la pirogue, le mouvement pirogue, ce mouvement-là à l'échelle de l'Océanie, concerne un certain nombre de ces objectifs. Bon, ça c'est un peu des arguments aussi pour persuader ou convaincre les décideurs aussi de l'utilité. Celui qu'on essaie de rappeler, c'est aussi cette utilité sociale, éducative et culturelle. Voilà, ce lien en fait avec la mer. Ça concerne directement les Calédoniens, parce que on sait que à 99% de notre territoire est composé d'océans. Voilà, donc il y a au-delà du lagon tout un espace à apprécier, et qui est surtout en connexion après avec les Fidji, le Norfolk, le Salomon, l'Australie, ou encore un peu plus bas la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc la pirogue permet de nous relier aussi les uns les autres, et comme le disait Epeli Ofa, un philosophe sociologue de Tonga, ayant vécu en Papouasie et ayant fait sa carrière à Fidji, l'océan n'est pas cette frontière en fait qui nous sépare, mais bien en fait ce trait qui nous unit, ce lien en fait. Ces routes maritimes, elles sont là, elles sont connues. Donc vous voyez qu'en Micronésie, il y a un certain nombre de responsables qui se sont embarqués. Et je parlais tout à l'heure de 25 et quelques pirogues. Le jour où elles se réuniront, ça serait très sympa que la Calédonie soit aussi présente. Ça a été le cas donc, dans le cadre du Te Manao Te Moana. Sur d'autres voyages, en tout cas, je crois qu'après le Mélanésian Vanuatu, il y a eu beaucoup de personnes, d'amis qui se sont montés sur la pirogue. Et puis, voilà, il y a une envie. Maintenant, il faut réussir à transformer cet essai et puis essayer de convaincre nos responsables, politiques ou coutumiers, de participer à ce mouvement. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des Vanuatais, des gens de Tahiti, des gens de Fidji, et puis les responsables de Palau, Kiribati, Madame McTaylor, qui est responsable du Forum des îles du Pacifique à Fidji, qui est de Papouasie. Donc la pirogue, là c'est au Marshall Island. C'est où que la pirogue arrive, il y a toujours un accueil. Voilà, les gens sont vraiment, je crois, heureux d'accueillir une pirogue. Comme nous, on peut l'être de voir un bateau qui arrive d'Australie ou d'Europe, récemment Race for Water ou Endeavour. Quand la pirogue arrive aussi quelque part, c'est une fête. Ce qu'on comprend d'ailleurs, c'est que s'il arrête un voyage, les piroguiers sont vraiment les artistes, et leur arrivée est vraiment une fête. Aujourd'hui, c'est les enfants qui ont fait cette fête. Alors c'est aussi un travail, c'est aussi une science. On a dit que c'était un métier, c'est un art, c'est aussi une science, ce voyage, science du voyage. Et puis c'est aussi un élément fondamental des cultures océaniennes auxquelles les enfants peuvent facilement s'identifier.
et donc qui peut aussi être un outil qu'on peut décliner aux mathématiques ou à d'autres choses. Je disais qu'elle est au fondement des cultures océaniennes et vue d'ici kanak, mais c'est aussi comme un universel auquel on peut aussi tous s'identifier. Et sur ces grands voyages qui ont eu lieu récemment, beaucoup aussi d'extra-océaniens, que ça a été des Mexicains, des Américains, des Européens, ont aussi participé à ces voyages. Donc à Fidji, l'UNISPI, l'Université South Pacific, qui réunit une quinzaine de pays de la région, la pirogue accueille les jeunes étudiants. Elle met en relation les voisins. On voit que c'est aussi une scène, ça peut être une piste mais c'est une scène, et en tout cas c'est le lieu où se passent des choses éminemment culturelles. Donc ici, voilà les chantiers à Auckland. Donc la plupart de ces pirogues, toutes sont sorties d'Auckland, des chantiers d'Auckland, que ce soit Salthouse Boat Builders ou Lloyd Stevenson, qui sont des chantiers qui construisent autre chose que des pirogues, mais qui mettent aussi tout leur savoir-faire dans la construction de ces pirogues, et qui, pour chacune, permettent à des gens du pays à qui cette pirogue est destinée de venir aussi apprendre les gestes et le travail. Donc Haile Tikouré, qui est président de Kenwan Project, qui aujourd'hui est là en ce moment en train de finir un tour avec les Nouméens qui se sont embarqués à 17h. Ils doivent être encore au tour. L'année dernière, il a participé justement à la construction de 3 de ces pirogues, dont 2 d'entre elles ont été livrées là récemment sur Palau et sur Ponape, aux États fédérés de Micronésie. Et on voit que donc là c'est des coques moulées. Donc c'est de la fibre de verre, et ça nécessite je crois, si j'ai bien compris, une température vraiment constante, et donc des conditions, on va dire, une ingénierie un peu de pointe, parce que pour nous ça semble très, très compliqué. Mais sûr que quand on visite les chantiers sur Nambo, et puis toute la filière de construction de bateaux en fait modernes en Calédonie, on n'est pas en disposition pour faire ce chantier. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être amener les coques qui auraient été moulées, donc de faire tout l'accastillage et le travail de superstructure en Calédonie, à Nouméa, ou bien même d'aller en Nouvelle-Zélande et de suivre le même chemin que tous nos voisins, c'est-à-dire de construire là-bas, de participer au chantier là-bas, et puis après de venir ici et d'apprendre auprès de nos voisins, avec nos voisins. Donc peut-être le Vanuatu, Capitaine John Damilip, qui travaille sur la pirogue que vous voyez là de Vanuatu. Voilà celle-ci. C'est cette pirogue qui est effectivement aujourd'hui ici. Donc là, ils sont en situation d'accueil d'une classe. Donc sur du cabotage ou sur un tour en journée, c'est 20 personnes qui peuvent monter sur la pirogue, donc une classe. En situation au long cours, c'est 12 passagers ou équipiers qui peuvent s'embarquer sur la pirogue avec le capitaine. Donc on voit que là, on voit bien les panneaux photovoltaïques, la voile triangulaire, le triangle inversé. Ça, c'est la voile, on va dire, océanienne. Sur les voiles latines, le triangle, l'une des bases, et tombe vers le bas. Et puis, ce mode le safran, la barre, la grande pagaie, le hoe, qui permet cet attachement en fait à la pirogue, parce que c'est pas de la direction assistée, c'est là on fait vraiment corps, et puis dès qu'il y a un peu de houle, il faut bien être 2 ou 3 pour tenir le cap, ou alors vraiment se relayer. On va me dire oui, mais c'est quoi la différence avec un catamaran? C'est des questions peut-être qu'on entend, mais alors on voyait dans le petit film que tout ce qui relie en fait les coques au pont, en fait ce sont des liens, des brelages, qui sont
qui permettent de la souplesse et de la flexibilité. Donc ça crée, voilà, les pirogues bougent un peu, c'est comme une construction aux normes antisismiques, on va dire. Je ne sais pas vraiment si ce que je dis est exact. Mais en tout cas, voilà, c'est le choix qui a été fait, d'avoir ce mode de safran, qui permet surtout aussi une approche latérale dans les ports, parce qu'on peut godiller avec. Donc on peut en fait se déplacer évidemment devant, mais aussi se rapprocher des quais. Et comme on voyait dans le film, la pirogue aussi peut facilement beacher sur toutes les plages en levant ses quilles, et donc arriver très très facilement là où nécessaire. Voilà, donc c'est un travail aussi physique, c'est une discipline. Tous les gens de mer le savent, sur ce qui est facile à vivre sur un bateau l'est aussi à terre. Et donc ce savoir naviguer, ce savoir vivre sur un petit bateau, sur un petit espace, est très utile aussi en mer. Là on voit des jeunes, mais sur certaines traversées, il y a aussi les vieux, les vieilles qui s'embarquent. Rencontré Mamalise de Samoa, qui a fait récemment la traversée, qui navigue depuis très longtemps. Quand vous avez les grands-pères qui naviguent avec les leurs, c'est sûr que ça tempère un peu les ardeurs et puis ça autorégule ou ça crée de l'autodiscipline. Donc c'est aussi, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, un moyen aussi d'insérer ou de réinsérer des jeunes qui auraient perdu un peu un cap, qui seraient laissés en déshérence. Donc c'est aussi un moyen de les insérer. En Nouvelle-Zélande, c'est très très efficace. Si on se rappelle, c'est la pirogue, c'est un élément parmi d'autres, mais la situation, la petite délinquance, petite criminalité, elle existe toujours en Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai que par rapport aux situations des années 80-90, aujourd'hui, il fait bien vivre en Nouvelle-Zélande. Parce que notamment la culture aussi maori, la culture locale aussi a été très valorisée et puis a aussi été un modèle et un exemple pour les jeunes du pays et beaucoup d'autres. Voilà, on voit d'ailleurs que la Nouvelle-Zélande et la culture maori aujourd'hui, elle déborde. Elle déborde de l'Océanie parce que y a ce bon esprit qui est facilement partagé. Donc là, on voit les petits cargos là, qui sont chargés. On voit qu'au Vanuatu, donc depuis 3 ans qu'ils travaillent, je veux dire, c'est un métier. On a parlé d'artistes, comme tous les artistes, ils doivent pouvoir vivre de leur activité, vivre de leur art. Et donc, c'est 8 ou 9 métiers qui ont été créés à terre et en mer. Et ils font donc cette activité d'écotourisme, d'écoculture. Lié à la nature et la culture. Et ils ont remporté, je crois, un prix international pour cette activité, qui est une activité complémentaire à celle de transport de fret, transport de passagers au Vanuatu. En Nouvelle-Calédonie, on devrait réfléchir à un modèle économique, un modèle social qui permettrait à une pirogue pays d'avoir différentes activités sociales, éducatives, culturelles, de transport, passagers. Et puis ce lien par exemple entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc vous voyez ici Haile Tikure, donc de l'île des Pins, qui est donc là en ce moment bien certainement à la Moselle, de retour avec Okemos Vanuatu, à côté d'Alger et puis d'un autre Vanuatais qui n'est pas en ce moment au pays. Alors ils sont sous le pavillon des îles Cook, c'est certainement une photo qui a été prise pendant leur stage de formation en Nouvelle-Zélande l'année dernière. Donc dès l'année dernière, en fait, Canoe One Project avait mis... on était un collectif à l'époque, et donc on était lancé sur le chemin de la pirogue. Donc il est là. On le voit ici à côté d'une partie d'équipage vanuatais et puis de Tahiti. Et donc il est derrière donc vous avez ici Peya Patai, donc qui est
est responsable de la flotte Okeanos, c'est un peu de ce centre de formation. Je parlais d'Okeanos, il y a d'autres écoles traditionnelles. Celle-ci, en fait, elle a été créée il y a pas très longtemps, sur la Nouvelle-Zélande, et à l'initiative Dieter Polman, on va dire, qui est à l'origine un peu de cette fondation, qui n'est pas une fondation philanthrope, mais qui cherche à mettre en place des moyens efficaces de créer aussi une activité pérenne et des emplois utiles. Donc India Tabellini aussi, qui est de l'équipage de Fafaité à Tahiti, voilà, qui cette année, on peut peut-être apprendre, mais Fafaité va faire ce grand voyage entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande pour participer aux commémorations de l'arrivée du capitaine Cook et de Tupaya, qui était un peu son guide et navigateur aux étoiles, qui a permis justement à l'équipage de l'Endeavour de découvrir la Nouvelle-Zélande il y a 250 ans. Donc, entre guillemets, c'est intéressant de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Zélande cette année, parce que ce cycle de commémoration, il a été d'ailleurs amorcé l'année dernière avec un festival coupé qui permettait de créer une antériorité à cette arrivée européenne, en rappelant qu'il y a 800 ans, les premières pirogues de Raiatea sont arrivées et ont peuplé la Nouvelle-Zélande, à Aotearoa. Pourquoi c'est intéressant du point de vue calédonien? Parce que cette commémoration-là qui a lieu en octobre sur Gisborne, eh bien, elle a déclenché aussi tout un retour sur l'histoire telle qu'elle était racontée, sur l'historiographie, les partis pris muséographiques, historiques, donc les universitaires, les artistes, les activistes, les militants, et même les politiques, les muséographes, tout ça. Tout le monde a travaillé ces dernières années à comprendre un peu ces commémorations-là qui allaient arriver en 2019. Et pourquoi d'un point de vue calédonien, c'est intéressant? Parce qu'effectivement, en 2024, nous ferons face aussi à cette même date, cette même commémoration de l'arrivée du capitaine Cook, par exemple, à Mahamat. Voilà, il y a à l'heure actuelle 254 ans. On voit ici Winnie, qui est ici en ce moment au pays, à côté de Peya, et de monsieur Peya Patai, et de Dieter Polman. C'est Dieter Polman. Et puis Winnie, elle est une femme dans l'équipage vanuatais. C'est intéressant parce que les femmes à Samoa, Tahiti, à Hawaï ou à Fidji, elles ont pris aussi un peu le leadership sur ce mouvement de renaissance de la navigation à bord de grandes pirogues. Donc Winnie, elle est équipière, mais elle gère aussi tout ce qui est l'ingénierie du moteur. Donc elle est actuellement ici pour le Melanesian Vanuatu. Ce voyage, pour son escale sur Nouméa, finit demain. Demain matin, nous quittons Nouméa pour Lifu, avec, on espère, une arrivée sur Luangoni samedi, et puis une remontée sur Luishila dimanche, où lundi aura lieu une fête organisée par la Cybertribu et l'association AGI, qui est aussi un partenaire du Melanesian Vanuatu. Juste pour finir, voilà, donc on voit qu'effectivement, l'égalité des genres, il y a beaucoup de femmes, comme je le rappelais. Ce travail par rapport au coconut copra, donc là c'est certainement en Micronésie. Vous voyez ce que je parlais, des brolages, donc les traditional lashing. Donc on voit à droite, à gauche, tout est lié, tout est noué en fait sur les pirogues. Et vous voyez là justement Mao de Samoa avec Maurai de Tahiti, qui sont justement en train de nouer en fait les chevrons avec l'une des coques. Et évidemment, les gosses sont toujours très contents de jouer avec les pirogues. Les vieux aussi. Et puis on voit là, 3 tonnes par exemple en termes d'igname ou de coco, ça fait un petit
un petit cargo, ses relations, là la recherche scientifique, le whale watching dont je parlais tout à l'heure. Et puis ici de nouveau, donc là c'était je crois à la COP23 à Bonn l'année dernière. Vous voyez là Dieter Polman avec Meg Taylor, présidente des îles Marshall, et puis Ivanansi Vunikura, des Fidji, qui en fait ces 10 dernières années en fait a fait l'équivalent pratiquement de 3 tours du monde en Océanie, à bord de grandes pirogues. Donc je ne crois pas que Ivanansi Vunikura soit jamais venu en Nouvelle-Calédonie, mais un jour, une ancienne championne de rugby. Et c'est un modèle en fait aussi pour beaucoup de bonhommes et pour beaucoup d'entre elles aussi. Donc là, c'est l'équipage de Hokeno Swahab. Donc c'est ça veut dire vaca en fait dans la langue de Micronésie. Yap, c'est l'un des 4 archipels des États de Micronésie. Et puis là, c'est très très compliqué, mais c'est montré quand même que il y a un cercle vertueux. Bon, comme je disais, c'est pas un substitut à cette mondialisation, mais en tout cas, c'est une alternative pour des voyages de proximité, ou créer du lien de proximité aussi. Quand vous êtes à UVA, quand vous êtes à Efate, UVA, Yengen, c'est une ligne droite. Quand vous êtes à Tana, Lifu, Tios, on est une autre. Et puis de Hanatium, Kiamu, Marais, Île des Pins, c'en est une 3e. Voilà, je cherchais. Voilà, je crois que donc là, c'est un dessin, mais et voilà la flotte. Donc ça, c'est cette flotte de grande vaca Moana qui est donc en 2010-2012, pendant plus de 2 ans, donc a fait ce grand tour au départ de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Hawaï, jusqu'à la Californie, San Francisco, redescendu sur Mexique, Galapagos, Coco Island. Et ils sont arrivés au premier jour du festival, comme je disais tout à l'heure, aux îles Salomon en 2012. Et puis au lendemain de ce festival, pour certaines d'entre elles, ils sont venus à Yengen et puis à Nouméa. De là, certaines sont descendues en Nouvelle-Zélande pour être un peu machinées. Et après, la flotte s'est de nouveau dispatchée. Et à certaines occasions, comme l'UICN, le International Union for Conservation of Nature en 2014 à Sydney, un certain nombre de grandes pirogues s'étaient retrouvées à Sydney. Récemment, sur des sommets liés au climat, ces grandes pirogues aussi arrivent à San Francisco. Alors c'est beaucoup de toc-toc, mais c'est aussi très réel pour ceux qui s'embarquent et qui vivent la chose. Donc aujourd'hui, je disais, c'est 25 et quelques grandes pirogues. L'année prochaine, Hawaï, il y a le Festival des Arts du Pacifique, le numéro 13, et le thème de ce festival concerne justement la pirogue, avec un terme en français qui est « garder le cap ». Je ne saurais plus le dire en hawaïen ou en anglais, mais c'est garder le cap, et pour nous, ce n'est pas une fin en soi, c'est un horizon. On espère arriver jusqu'à Hawaï avec le projet de Ken One Project. On ne sait pas sur quelle pirogue, on ne sait pas par quel moyen, mais on espère que la Nouvelle-Calédonie, à côté de tous les autres pays, pourra aussi être présent à cette fête qui réunit tous les 4 ans tous les pays d'Océanie, dans un esprit très pacifique. Voilà, je crois que c'est la dernière slide. Si vous avez 1 ou 2 questions, on peut répondre. Je suis désolé que Captain John et Haile n'aient pas pu venir.